Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. J'ai froid. Laissez-moi entrer, je vous en supplie. Je vous récompenserai. Les promesses de la pauvre femme apache. Avant de nous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le ciel au-dessus des hautes crêtes du nord de l'Arizona était d'un acier terne, bas, lourd et immobile. La neige tombait depuis le matin. Ce n'était pas le genre de rafale qui passe en une heure, mais un rideau constant et implacable qui estompait la lisière des arbres et recouvrait tout d'un silence épais. Le vent ne hurlait pas. C'était pire que ça. Il était silencieux et tranchant, se faufilant à travers les fissures des pinèdes et descendant dans le bassin isolé où la terre s'aplanissait juste assez pour que quelqu'un puisse y vivre. John Merritt fendait des bûches depuis midi. Ses gants étaient raides, ses épaules tendues par le froid qui s'infiltrait même à travers les manches doublées de laine de son manteau. Âgé de 35 ans, large de poitrine, usé par la guerre et une vie dont il ne parlait pas, John vivait ici parce que c'était loin des autres. C'était le but. La cabane était à lui et à personne d'autre. Une structure battue par les intempéries avec des volets déformés et de la neige épaisse tassée contre sa base. Un an plus tôt, il avait cloué des planches sur la deuxième fenêtre après qu'elle se soit fissurée lors d'une tempête. 2 ans avant cela, il avait enterré son dernier chien sous le sycomore près de la grange. Il n'y avait pas de visiteurs. Il n'y avait pas de voisins, juste des arbres, de la glace et ses routines silencieuses. Il vivait ici depuis la mort de sa femme. C'était il y a près de 8 ans. Leur garçon n'avait pas survécu à son deuxième hiver. Après cela, John avait cessé d'aller en ville plus d'une fois par saison. Personne ne venait aussi loin à moins d'être perdu, désespéré ou de préparer quelque chose de sinistre. Alors, quand il entendit le son, ce doux craquement irrégulier dans la neige, faible mais réel, son premier instinct fut la prudence. Il se redressa, la hache toujours à la main, les yeux plissés vers les bois au-delà de la clôture. D'abord, il pensa que c'était un wapiti. Puis il pensa que ce pourrait être un voleur ou pire, un prospecteur ou un cavalier de Holbrook fraîchement débarqué de la piste. Il ne bougea pas, se contenta d'écouter, le dos raide, les bottes à moitié enfouies dans une congère. Puis il la vit, une femme, mince, pieds nus, vêtue d'une robe en peau de daim déchirée et flottant à l'ourlet. Ses jambes s'enfonçaient dans la neige alors qu'elle titubait vers le porche. Un pas, puis un autre, les bras serrés contre sa poitrine. Ses cheveux étaient longs et noirs, tressés en une seule grosse natte dans son dos. Sa peau était brun foncé, son visage buriné et tendu par le vent. Pas une colombe, une apache. L'estomac de John se serra immédiatement. Pas parraine. Il n'était pas ce genre d'homme, mais d'après ce qu'il savait, ce qu'il avait vu. Les femmes apaches n'erraient pas seules en territoire blanc au milieu de l'hiver, pieds nus et au bord de l'effondrement. À moins que quelque chose de très grave ne se soit produit. Il s'avança lentement vers elle, son esprit envisageant déjà les possibilités. Elle pourrait être un appât. Il pourrait y en avoir d'autres dans les bois, en attente. Mais alors qu'elle se rapprochait, trébuchant maintenant, ses jambes se soulevant à peine à travers la neige, cette pensée commença à s'estomper. Son visage n'était pas celui d'un piège. Il était à vif, épuisé, terrifié. Elle tomba à genoux dans la neige, à moins de 10 mètres de ses marches, ses mains s'enfonçant dans la congère, son corps oscillant comme si elle allait s'évanouir sur place. Il l'observa une seconde de plus, chaque instinct en lui criant de garder ses distances, le mettant en garde contre toute intervention. Il ne la connaissait pas, ne lui devait rien. Il vivait tranquillement et ce calme le maintenait en vie. Puis elle leva les yeux. « S'il vous plaît, dit-elle. » Sa voix était sèche et tendue, à peine audible, ses lèvres gercées. « Laissez-moi entrer. » La mâchoire de John se contracta. Il ne bougea pas, « Je peux vous récompenser, » ajouta-t-elle, plus bas cette fois, les dents claquant. « S'il vous plaît. » Elle n'avait rien. Pas de sac, pas de bottes, pas d'armes visibles, pas encore d'engelure, mais ça ne tarderait pas. Ses doigts étaient raides et rouges. Ses orteils s'enfonçaient profondément dans une neige qui devait maintenant brûler comme du feu. John pensa à rentrer et à verrouiller la porte. Il pensa à rester silencieux et à laisser la nature faire ce qu'elle était déjà en train de faire. Laisser la tempête l'achever. Elle serait partie au matin et personne ne le saurait. Pas de risque, pas de complications, juste le même silence qu'il gardait toujours. Mais il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il s'avança. Il s'accroupit à côté d'elle, testant lentement ses réactions. Elle ne tressaillit pas.
Elle était au-delà de la peur. Son visage se tordit légèrement, non pas de panique, mais de honte. Elle ne suppliait plus maintenant. On aurait dit qu'elle attendait le jugement. « Pouvez-vous marcher ?» demanda-t-il, sa voix égale mais basse. Elle ne répondit pas. Ses yeux se fermèrent une seconde. Puis elle secoua à peine la tête. John regarda une fois de plus autour de lui, vers les arbres, vers la crête, vers le néant du désert blanc et froid, et se décida. Il passa un bras sous ses genoux, l'autre derrière son dos, et la souleva. Elle était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Son corps se tendit contre sa poitrine, mais elle ne se débattit pas. Elle ne parla plus. Il la porta jusqu'au porche, ouvrit la porte d'un coup de botte et entra. La chaleur les frappa immédiatement. À l'intérieur, le feu était constant, bien entretenu avant midi. Une marmite de haricots mijotait sur le poêle. La pièce était sobre, juste des étagères, un lit de camp, une table et le feu. Ça sentait la fumée, la poussière et le pain. Il la déposa doucement sur le tapis de laine à côté de l'âtre et alla chercher la couverture la plus épaisse de son lit de camp. Elle s'appuya contre la pierre de la cheminée, la tête penchée en arrière, la respiration courte. Ses yeux s'ouvrirent, essayant d'embrasser la pièce. Elle regarda la table, le fusil sur le mur, puis de nouveau vers lui. La méfiance vacilla dans ses yeux, mais elle était faible, émoussée par l'épuisement. John s'agenouilla à côté d'elle et commença à envelopper la couverture autour de ses jambes. « Ne posez pas vos pieds sur le sol, » dit-il. « Vous les perdrez s'ils restent aussi froids. » Toujours rien. Il vérifia ses mains. Le bout de ses doigts était gercé, la peau tendue et rouge, mais pas noire. Pas encore. Il versa de l'eau chaude de la bouilloire dans une tasse en fer blanc, ajouta une pincée de sel et un trait du miel qu'il avait gardé du printemps dernier et la lui tendit. Buvez lentement. Si vous vomissez, ce n'est pas moi qui nettoierai. Elle prit la tasse à deux mains. Elle tremblait alors qu'elle essayait de la soulever, mais elle y parvint. John s'assit sur ses talons et la regarda boire. Sa gorge bougeait à chaque gorgée, lente et prudente. Ses yeux restaient fixés sur lui, observant, attendant, mais elle ne parla plus. Il ne lui demanda pas son nom, n'offrit pas le sien. C'était suffisant qu'elle soit là, qu'il ne l'ait pas laissée geler dehors. Il ne savait pas ce que demain apporterait. Il ne savait pas qui elle était ni ce qu'elle voulait. Mais il savait une chose, personne ne méritait de mourir comme ça, seul dans la neige. Il en avait assez vu pendant la guerre. Trop. Il ne voulait pas de compagnie. Il ne voulait pas de conversation. Mais il ne tournait pas non plus le dos aux gens qui ne pouvaient pas tenir debout. Plus maintenant. La neige continua de tomber toute la nuit. Elle recouvrit les volets de silence et ensevelit les clôtures jusqu'à ce que seuls les sommets des poteaux dépassent des congères. Le vent poussait contre les murs de la cabane, essayant d'entrer, mais les rondins tenaient bon. À l'intérieur, le feu resta allumé, nourri régulièrement par la main de John Shaker. Tala n'avait pas dit un mot de plus depuis qu'elle était entrée. Elle n'avait pas pleuré non plus. Elle ne posait pas de questions, n'exigeait rien, ne tressaillit même pas quand il déroula la couverture de ses jambes et y ramena la chaleur en les frottant avec un chiffon et de l'eau. Elle restait assise là, silencieuse, appuyée contre l'âtre, les yeux ternes mais vigilants. À un moment donné, elle s'endormit, les genoux repliés et la couverture de laine enroulée autour de son corps. John ne l'avait pas déplacée. Il posa juste une autre couette pliée à côté d'elle au cas où elle se réveillerait en ayant froid. Il l'observa un moment avant de s'asseoir à table avec une assiette de haricots et de pain. Il mangea sans se presser, écoutant le bois crépiter et éclater, regardant la neige dériver de côté à travers la fenêtre. Son esprit revenait sans cesse à elle. De quelle tribu était-elle? Pourquoi était-elle seule? Quelle distance avait-elle parcouru pieds nus dans cette neige? Le froid pouvait tuer vite ici. Il le savait mieux que quiconque. Un homme ne pouvait pas tenir plus d'une heure pieds nus par un temps pareil. Et pourtant, elle avait atteint sa porte, à peine, mais respirant encore. Vers minuit, elle s'agita. John jeta un coup d'œil. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne le regardait pas. Elle regardait le feu, puis ses pieds, qui étaient bandés et reposaient au-dessus d'une bassine d'eau tiède. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses doigts agrippèrent le bord de la couverture un peu plus fort. « Vous avez de la chance qu'il soit encore rose, » dit John, sans méchanceté. Une heure de plus et ils auraient été perdus. Ses yeux se tournèrent lentement vers lui. Cette fois, elle parla, d'une voix basse et rauque.
J'ai marché 2 jours. John fronça les sourcils. Sans bottes? Elle secoua la tête. On me les a prises. Quand ils m'ont banni. Il ne dit rien pendant un moment. Il ne voulait pas insister. Mais il avait besoin de comprendre. Qui vous a banni? Mon peuple. Cela resta en suspens dans la pièce pendant un long moment. Il aurait pu demander pourquoi, mais la façon dont elle l'avait dit, le poids de ses mots, rendait la chose claire. Elle ne parlait pas pour obtenir de la sympathie, juste la vérité. John hocha la tête une fois. Vous avez faim? Elle hésita, puis fit le plus petit des hochements de tête. Il se leva, versa des haricots dans un bol, déchira un gros morceau de pain et le posa devant elle avec une cuillère. Elle prit le bol lentement, ses mains tremblant encore. Elle ne se précipita pas sur la nourriture, mangeant simplement à un rythme régulier, chaque mouvement délibéré, comme si on lui avait appris à ne pas gaspiller une seule bouchée. Elle finit la moitié du bol avant de le mettre de côté et de resserrer la couverture autour de ses épaules. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Tala. » Il laissa cela en suspens un moment. « Je m'appelle John. » Elle fit un petit signe de tête, puis tourna légèrement son visage vers le feu. Il l'observa un moment, attendant de voir si elle parlerait davantage. Elle ne le fit pas. Il remarqua alors ce qu'il n'avait pas complètement saisi auparavant. Ses vêtements, ce qu'il en restait, étaient cérémoniels, une robe de style Apache, mais les perles, les coutures, même la coupe étaient formelles. Ce n'était pas une tenue de voyage. Ce n'était pas une tenue de chasse. C'était quelque chose porté lors de rassemblements, de rituels ou d'événements de statut. Elle était déchirée, maculée de sève de pin, et assez fine pour laisser s'échapper la chaleur de son corps en quelques minutes. « Vous étiez importante » dit-il doucement. La mâchoire de Tala se serra. Son regard resta sur le feu. « J'étais sa femme. »« Le chef ?» John se pencha légèrement en arrière. Cela expliquait les vêtements de cérémonie. Le collier en os. La netteté de sa posture, même maintenant. Mais cela n'expliquait pas pourquoi la femme d'un chef avait été laissée pour mourir dans les bois. « Pas d'enfant » demanda-t-il, devinant déjà la réponse. Elle le regarda alors, vive, sur la défensive. Non. Pas avec lui. Il n'insista pas. Il hocha simplement la tête une fois et se rassit sur sa chaise. Elle prit une autre petite bouchée de pain, mâchant lentement, sans le regarder à nouveau. « Vous pouvez rester ici, » dit-il, jusqu'à ce que le temps se calme. Elle ne le remercia pas, hocha juste la tête une fois, silencieusement. Il ne s'attendait pas à de la gratitude. Ce qui importait, c'était la survie, et elle semblait le comprendre aussi. Plus tard dans la nuit, John déroula un lit de camp de rechange et l'installa de l'autre côté de la pièce, près du poêle. Il posa une deuxième couverture dessus et fit un geste dans sa direction. Elle se déplaça lentement, chaque muscle tendu par le froid et la prudence, mais elle se tint debout seule. Il la regarda tester son poids sur ses pieds, grimaçant, retenant la douleur, mais debout. Cela le surprit. La plupart des gens seraient en larmes. Il se détourna pour lui laisser de l'intimité alors qu'elle s'allongeait. Puis, pour la première fois depuis son arrivée, elle parla de nouveau. « Vous êtes seule, vous aussi. » Il se tourna vers elle. Ce n'était pas une question, juste une observation. Il hocha la tête. 8 ans. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne le lui dit pas. Il ne dit rien de plus. Dehors, le vent se leva de nouveau. Le monde devint blanc sous le clair de lune. À l'intérieur, John ajouta une autre bûche au feu et s'installa sur son propre lit de camp. Le silence s'étira. Ce n'était pas encore chaleureux. Pas entre eux, pas complètement. Mais ce n'était plus froid non plus. Elle était là, vivante, respirant. C'était suffisant pour l'instant. Au matin, la tempête avait enseveli toute la cour sous une autre trentaine de centimètres de neige. La ligne de la clôture avait disparu. Même le poulailler était presque scellé par une congère sculptée par le vent. Le ciel resta bas et pâle, lourd de la même chose. Un froid comme celui-ci ne se relâchait pas facilement. Pas ici. Il s'installait jour après jour jusqu'à ce que les rondins craquent dans les murs et que les seaux d'eau gèlent si on les laissait sans surveillance. John était déjà dehors à l'aube, dégageant le chemin vers la grange avec une pelle. Sa respiration sortait en épais nuages, et ses doigts, même gantés, le piquaient pendant qu'il travaillait. Il vérifia ses vaches, 2 d'entre elles,
et ajouta de la paille fraîche dans leur stalle. Il ne se pressait pas. Cela faisait partie de la survie ici. On faisait le travail régulièrement, peu importe à quel point le vent mordait. S'il laissait faire, le toit pourrait s'effondrer. S'il attendait trop longtemps, le bétail souffrirait. Et il n'allait pas laisser cela arriver. Il n'avait pas lutté pendant 2 hivers ici pour tout perdre à cause de la neige. À l'intérieur, Tala se réveilla à l'odeur de la cendre et des haricots qui réchauffaient sur le poêle. Ses jambes brûlaient encore. Ses orteils, bien que douloureux, avaient retrouvé un peu de sensation. Elle les remua sous la couverture, le front plissé à la fois par l'inconfort et par l'effort d'évaluer les dégâts. Ses mains étaient moins à vif maintenant, mais son esprit n'était pas plus calme. Elle regarda de nouveau autour de la cabane, plus lentement cette fois, le fusil sur le mur, la façon dont tout était positionné. Pas d'espace perdu, rien de décoratif. Un endroit d'homme, un homme qui n'attendait pas d'invité. Elle s'assit, s'enveloppa dans la couverture et testa lentement ses pieds sur le sol. Une douleur fulgurante lui remonta dans les mollets, mais elle pouvait la supporter. Elle boita jusqu'au poêle, se tenant à la table pour garder l'équilibre. C'est là que John la trouva quand il rentra, le dos tourné vers lui, une main appuyée sur le bord du poêle alors qu'elle essayait de se servir de la nourriture dans la marmite. « Vous auriez dû attendre, » dit-il sèchement, entrant et fermant la porte derrière lui. Elle ne se retourna pas, « Je ne suis pas une infirme. » Il ne discuta pas. Il enleva ses gants, déroula son écharpe et se dirigea vers la bassine pour se laver. « Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas blessé. » Elle se tourna enfin vers lui, le visage fermé, mais calme. « Je peux faire de petites choses. » John fit un bref signe de tête. « D'accord, mais ne tombez pas. » Il se sécha les mains et s'approcha pour régler la flamme. Elle s'écarta, lui permettant de finir de remplir 2 bols. Il lui entendit un sans cérémonie. Ils mangèrent à nouveau à table, cette fois ensemble, toujours en silence, mais ce n'était pas le même silence qu'auparavant. Il n'était pas tendu d'incertitude. Il était pratique. Au milieu du repas, John posa la question qui lui trottait dans la tête depuis le matin. « Où essayez-vous d'aller » Tala mâcha lentement avant de répondre. « Nulle part. » Il fronça légèrement les sourcils. « Alors quoi ? » « J'ai juste marché. » Il ne comprenait pas, dans la neige, sans nourriture ni bottes. Elle le regarda fixement. « Je n'étais pas censé vivre. » La pièce devint silencieuse. La main de John se resserra autour de sa tasse en fer-blanc. Il ne posa pas la question suivante. Il n'en avait pas besoin. Elle en avait dit assez. « Vous avez été banni pour mourir. » Tala hocha la tête. « C'est ainsi que ça se passe. » Il fixa la table. Ce genre de pensée ne lui convenait pas. Il avait vu la guerre. Il avait vu la cruauté. Mais tourner le dos à quelqu'un parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, le laisser en hiver pour mourir de faim. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il croyait que la vie devait être. « Vous ne me donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui abandonne, » dit-il finalement. Le visage de Tala tressaillit à peine, mais sa voix resta égale. « Je ne voulais pas mourir, mais je l'avais accepté. » John ne sut quoi répondre à cela. Il n'y avait pas de bonne réponse. Il se leva, débarrassa les bols et les mit dans la bassine. « Vous pouvez rester ici, » dit-il de nouveau. Plus fermement cette fois. Aussi longtemps que nécessaire. J'ai de la place. Tala le regarda. Le regarda vraiment. Il ne s'y a pas. Il ne lui offrait rien qu'il ne pouvait tenir. Cet après-midi-là, elle demanda un couteau. John hésita. Pourquoi faire ? Mes cheveux, dit-elle, montrant les extrémités effilochées de sa natte. Ils sont emmêlés et sales. Je ne veux pas porter le passé sur mon dos. Il hocha la tête une fois et lui tendit sa petite lame utilitaire. Elle la prit sans cérémonie et alla s'asseoir près du feu. Il ne la regarda pas faire, mais plus tard, il vit la natte noire posée sur le sol à côté des braises. Elle l'avait coupée courte, nette et régulière, juste en dessous des épaules. Ses yeux étaient plus calmes après cela. Ce soir-là, elle aida à éplucher les pommes de terre pendant qu'il salait la viande. Elle se déplaçait lentement mais ne se plaignait pas. Elle ne posait jamais de questions sur son passé, sur la femme dont les photographies étaient retournées sur l'étagère, ou sur les années qu'il avait passées seul dans cet endroit. Et il ne lui posa pas de questions sur le chef, ni sur la durée de son mariage, ni sur le nombre de fois où elle avait essayé de lui donner un enfant.
Mais il remarqua autre chose. Ses mains n'étaient pas maladroites. Elles bougeaient avec habileté, entraînées par des années de travail. Ce n'était pas quelqu'un qui avait eu une vie facile. Elle avait dépecé des animaux, fait des feux, nettoyé des pots. Elle avait connu le labeur. Cette nuit-là, après que le feu se soit calmé, elle demanda doucement, « Votre femme est-elle morte ici ?» John était assis sur la chaise près du feu, les bras croisés, la mâchoire serrée, mais il répondit, « Non. La fièvre, à Holbrook. Mon garçon l'a attrapée aussi. » Tala hocha lentement la tête. « Vous êtes resté ici après. » Il croisa son regard. Il ne restait rien là-bas qui vaille la peine de rester. Le silence s'étira de nouveau, mais celui-ci n'était pas gênant. Il semblait compris. « Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes blancs, » dit-elle finalement. John ne répondit pas. Il ne le prit pas comme un compliment. Juste un fait. « Vous n'êtes pas comme la plupart, » répéta-t-elle. Il se leva, ranima le feu et alla vérifier les volets. Derrière lui, Tala observait, sans peur, sans méfiance. Pour la première fois, elle n'attendait pas d'être renvoyée. Et pour la première fois, John ne sentit pas qu'elle était temporaire. Au 4e matin, la neige avait commencé à former des croûtes dures. Les températures étaient restées assez basses pour que rien ne fonde, mais les vents du blizzard s'étaient calmés. Toujours pas de ciel clair, mais il y avait moins d'urgence dans le froid. John le remarqua d'abord quand sa hache ne se coinçait pas à chaque coup, quand la porte de la grange ne gelait pas au milieu de la matinée, et quand les vaches se déplaçaient plus facilement, soufflant des nuages de vapeur, mais ne se blottissant plus contre les murs. À l'intérieur, les choses avaient changé aussi. Lentement, subtilement. Tala n'avait plus besoin d'aide pour se lever. Elle boitait encore, mais elle se déplaçait seule dans la cabane, allant chercher du petit bois, aidant à éplucher les légumes, redressant la literie sans qu'on le lui demande. Elle ne parlait pas beaucoup, mais John avait cessé d'attendre qu'elle le fasse. Quand elle parlait, sa voix était plus calme. Ancrée. John venait d'ajouter une autre bûche au feu quand il l'entendit. Un raclement maladroit de métal et un souffle étouffé. Il se retourna et la vit lutter pour porter le seau d'eau du poêle à la bassine. Il était trop lourd et sa prise faible à cause de ses doigts abîmés par le froid. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il en traversant la pièce. « Je veux le faire, » répondit-elle, gardant les yeux sur le seau qui penchait légèrement. « Laissez-moi faire quelque chose. » Il le lui prit quand même, non pas pour la renvoyer, mais avec des mains stables, le versant sans renverser. Elle ne se débattit pas, recula simplement et resta silencieuse jusqu'à ce que ce soit fait. Puis elle dit, de nulle part, la voix basse mais ferme. « Ce n'était pas moi. » John se tourna vers elle, confus. « Ce n'était pas moi qui ne pouvais pas lui donner d'enfant, » clarifia-t-elle. « Il était vieux, plus vieux que mon père. » John n'interrompit pas. « Il m'a choisi pour la cérémonie. Il disait que j'étais une bénédiction. Mais quand les saisons passèrent et qu'il n'y avait pas d'enfant. » Elle s'interrompit. Il ne pouvait pas les laisser penser que c'était lui. John s'assit en face d'elle à table. « Alors il vous a accusé. » Tala hocha la tête une fois. « Et ils l'ont cru. »« Le saviez-vous avec certitude » demanda-t-il prudemment. « À son sujet ?»« Je le savais, » dit-elle. « Il y a eu un garçon avant, il y a des années, quand j'avais 15 ans. Il avait presque mon âge. Nous ne sommes pas restés ensemble longtemps. C'était secret. J'ai perdu ce bébé très tôt. Personne ne le savait. » Sa voix ne se brisa pas. Ce n'était pas une confession. C'était un fait. Elle n'en avait pas honte. Plus maintenant. Elle le disait pour mettre les choses au clair, pour elle-même, pour ceux qui allaient suivre. John ne la jugea pas. Il avait vu pire, commis par de meilleurs hommes. Tala baissa les yeux sur ses mains. Quand les saignements sont revenus il y a 2 lunes, j'ai su que j'étais encore capable. Mais ça n'avait plus d'importance. J'avais déjà été banni. John hocha lentement la tête. Cela expliquait le timing. Pourquoi elle semblait à peine vivante à son arrivée. On l'avait laissée 100 ans pour se préparer. Juste mise dehors, un corps sans but à leurs yeux. Personne ne vérifiant si elle avait de la nourriture ou des bottes. Il se leva et alla à l'étagère. D'une boîte enveloppée dans une toile cirée, il sortit une barre de savon de lessive propre, un peigne et une paire de chaussettes en laine de rechange, grises unies, usées mais épaisses. Il les posa sur la table près d'elle sans un mot.
Elle les regarda un long moment, puis croisa son regard. Merci. C'était la première fois qu'elle le disait. Elle ne le disait pas à la légère. Cet après-midi-là, John travailla à la réparation du poulailler dehors tandis que Tala resta à l'intérieur et se lava les cheveux avec de l'eau de neige fondue. Il ne le vit pas, mais quand il rentra plus tard, elle les avait tressés, propres, attachés avec un bout de ficelle, sa posture plus droite. La robe de cérémonie déchirée avec laquelle elle était arrivée était maintenant superposée avec l'une de ses chemises en flanelle, les manches retroussées et l'ourlet rentré sous une ceinture. Elle marchait toujours comme quelqu'un qui surveillait ses pas, mais il y avait un but dans sa démarche maintenant. Ce soir-là, pendant que le ragoût mijotait, John posa une question qui le taraudait depuis le premier jour. « Vous comptez repartir quand le dégel arrivera » Tala ne répondit pas immédiatement. Elle remua la marmite, les yeux fixés sur la vapeur, puis dit, « Il n'y a nulle part où aller. »« Et votre tribu ?»« Ce n'est plus la mienne. » Il attendit, mais elle n'élabora pas. Il ne la poussa pas, « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle après un moment. « 7 ans. » « Oui, peut-être. »« Pourquoi ici ?»« Après la guerre, je suis venu à l'ouest. Je voulais de la terre. Du calme. J'ai eu les deux. Votre femme, elle aimait ça ? Elle ne l'a jamais vu. Je construisais cet endroit quand elle est morte. » Le visage de Tala ne changea pas, mais elle s'assit tranquillement en face de lui. « Je suis désolé. » Il fit un petit signe de tête. « Vous n'êtes pas la seule à avoir perdu quelque chose. » Ils mangèrent de nouveau ensemble, cette fois avec moins de silence entre eux. Elle posa des questions sur les vaches, le jardin. Il lui montra la cave et où la viande fumée était entreposée. Il parlait de travail, pas de sentiments. C'était la façon dont il comprenait le mieux les choses. Avant de se coucher, elle se tint près de la fenêtre, regardant la chute de neige s'alléger en une fine dérive. John dit, « Le printemps est encore loin, mais si vous restez, je vous aiderai à construire quelque chose. » Elle se tourna lentement vers lui. « Que voulez-vous dire ? » « Une remise ou une pièce sur le côté de la cabane, pour que vous ayez votre propre espace. Ça n'a pas à être temporaire. » Elle étudia son visage, non pas surprise, mais mesurant le poids de ses mots. « Vous m'offrez un endroit. Je vous offre le choix. » Elle ne répondit pas alors, mais quand elle s'allongea cette nuit-là, elle ne s'enveloppa pas aussi étroitement dans la couverture. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle dormit sans peur dans les yeux. Les jours commencèrent à s'allonger légèrement, bien que le soleil peinât encore à dépasser la crête avant de replonger derrière les arbres. Un faible dégel toucha les bords de la neige près de la cabane, mais seulement pendant les heures les plus chaudes. Des glaçons s'accrochaient au toit, et le vent portait encore la morsure du plein hiver. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur, quelque chose de stable, de silencieux et de nouveau. Tala avait commencé à se réveiller avant John. Elle ne faisait pas de bruit, ne prenait pas de place, se déplaçait simplement dans la cabane avec des mains silencieuses, ravivant le poêle, vérifiant les seaux d'eau, essuyant la table. Sa claudication était toujours là, mais plus légère. Et chaque matin qu'elle restait, l'air entre eux s'apaisait un peu plus. John remarquait des détails sans essayer. La façon dont elle pliait les couvertures, dont elle maniait le couteau en coupant les pommes de terre, dont elle touchait tout comme si cela lui appartenait, sans jamais présumer que c'était le cas. Il n'avait jamais connu une femme comme ça. Pas depuis sa femme. Pas avec ce genre de présence. Un matin, alors qu'ils mangeaient côte à côte, Tala leva les yeux et demanda, « Allez-vous toujours en ville ?» Il s'essuya le coin de la bouche avec sa manche et hocha la tête. Une fois toutes les quelques semaines, parfois plus longtemps, selon le temps. C'est loin. 15 miles si le sentier est dégagé. 20 si je dois contourner la crête. Les gens là-bas vous connaissent ? Ils savent que je reste dans mon coin. Elle ne demanda pas à y aller. Elle ne posa pas de questions sur les gens, mais ces questions lui dirent qu'elle pensait à l'avenir, au-delà de la survie. Plus tard ce jour-là, John descendit une pile de vieux bois du grenier au-dessus de la grange. Il commença à l'étaler à côté de la cabane. Des planches brutes, certaines déformées par l'âge, d'autres encore utilisables. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés contre le froid, le regardant. « Vous étiez sérieux ?» dit-elle après un moment. « À propos de construire quelque chose. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. » Elle descendit sur la neige tassée et s'approcha de lui. « Alors laissez-moi aider. » « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête.
Il lui tendit un marteau et commença à lui montrer comment la charpente serait faite. Simple, solide, rien de sophistiqué, juste assez d'espace pour une petite pièce sur le côté de la cabane. Un endroit où elle pourrait dormir si elle voulait de l'intimité, ou l'utiliser comme elle le voulait si elle restait. Ce n'était pas un geste de contrôle. C'était un geste de permanence. Pendant qu'il travaillait, elle posait des questions sur le bois, les clous, comment garder les planches alignées. Elle apprenait vite, ses mains encore rugueuses et mal assurées, mais déterminées. Il la vit serrer les dents quand son pied lui faisait mal, mais elle ne s'assit jamais, pas une seule fois. Ce soir-là, de retour à l'intérieur, il lui tendit une tasse en fer-blanc de cidre chaud et dit « Vous n'avez rien à prouver ». Elle le regarda à travers la lumière vacillante du feu. « Je ne prouve rien. Je choisis. » John hocha la tête, comprenant cela plus qu'il ne pouvait le dire. Cette nuit-là, après le dîner, il récupéra un petit paquet dans le placard, le vieux manteau de sa femme. Il était enveloppé dans du tissu depuis des années, intact. C'était de la laine doublée, rapiécée aux épaules, mais encore solide. Il le posa à côté de Tala sans parler. Elle le regarda, puis le regarda lui. « À qui était-ce » ? « À ma femme, » dit-il doucement. « Elle voudrait que quelqu'un l'utilise. Il ne fait que prendre la poussière sinon. » Tala ne refusa pas. Elle le prit doucement, ses mains lissant le tissu comme s'il était fragile. Elle l'essaya. Il était grand pour elle, mais chaud. Elle hocha la tête une fois. Merci. C'était tout. Pas de grand échange. Pas de sentimentalité. Le lendemain matin, elle le portait quand il allèrent vérifier les pièges que John avait posés près de la lisière des arbres. C'était la première fois qu'elle quittait la cour depuis son arrivée. Elle se déplaçait lentement mais sûrement. Le froid n'était plus quelque chose qui la consumait, mais quelque chose qu'elle pouvait endurer. Alors qu'il revenait, John dit, « Vous avez dit qu'il y avait eu un enfant avant. » Tala regarda la neige sous ses bottes. « Oui. En voulez-vous un autre ?» Elle s'arrêta de marcher. Son visage ne changea pas beaucoup, mais ses épaules se soulevèrent légèrement, comme si elle ne s'était pas attendue à la question, comme si cela remuait quelque chose auquel elle ne s'était pas autorisée à penser. « Avant, oui, dit-elle finalement. Puis j'ai cessé de croire que je pourrais un jour. » John ne parla pas. Il attendit simplement. Puis elle dit, plus doucement. « Mais maintenant, je me demande si ce n'était jamais moi. » Il hocha la tête. « C'est possible. » Tala continua de marcher. Après quelques pas, elle ajouta, « Si jamais j'en avais un, je voudrais qu'il naisse dans un endroit comme celui-ci. Pas sous la cérémonie, pas pour le titre de quelqu'un, juste pour sa propre vie. » John ne dit rien, mais sa poitrine se serra d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Cette nuit-là, alors qu'il finissait de souper, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis près d'une décennie. Il s'assit à côté d'elle à table, se pencha légèrement plus près et dit son nom, pas comme une question, pas pour attirer son attention, juste pour le dire. Tala. Elle le regarda, calme. Il hocha la tête une fois, lentement, puis sans hésitation, elle se pencha en avant et l'embrassa. Ce n'était pas urgent. Ce n'était pas ostentatoire, juste stable, silencieux, réel. Elle ne recula que très légèrement, le regarda dans les yeux et dit, « Je ne pars pas. » Et John, qui avait passé 8 ans à s'attendre à ce que tout le monde finisse par partir, dit doucement, « Bien. » Le baiser n'avait pas changé le temps. La neige s'accrochait toujours au pin. Le vent chuchotait encore à travers les fissures des murs de la cabane, mais quelque chose à l'intérieur avait changé, et pas seulement en silence ou en regard. Tala n'agit pas différemment le lendemain matin. Elle se levait toujours tôt, nourrissait toujours le poil, se déplaçait toujours dans le petit espace sans présumer que quoi que ce soit avait changé. Mais elle se tenait un peu plus près quand il parlait. Ses yeux ne s'éloignaient pas quand John la regardait. Et quand leurs mains se touchaient par accident à la bassine ou à table, aucun des deux ne se retirait. John le remarqua. Chaque mouvement, chaque souffle. C'étaient deux personnes qui avaient trop perdu pour se précipiter. Mais maintenant, une porte était ouverte, et tous deux l'avaient franchie. Ce matin-là, ils travaillèrent à nouveau côte à côte à l'extérieur. L'extension de la cabane était à moitié charpentée, le sol sous la neige déjà tassé pour la base. Tala se tenait sur les planches à côté de lui, tenant une extrémité d'une planche pendant qu'il la clouait en place. Ses joues étaient rouges de froid, des mèches de cheveux collées à sa mâchoire, mais elle avait l'air forte. Présente.
Les pensées de John tournaient en rond sur la même chose pendant qu'il travaillait. Elle disant, je ne pars pas, il n'avait pas demandé ce que cela signifiait pleinement, si cela voulait dire rester pour la saison ou rester pour toujours. Mais au fond de lui, il le savait déjà. Elle ne disait pas des choses qu'elle ne pensait pas, et lui non plus. Ce soir-là, après que le feu ait bien pris et que le souper ait été débarrassé, Tala s'assit sur le lit de camp qu'elle utilisait encore la nuit. Elle se peignait les cheveux lentement, soigneusement. John était assis à table, huilant les charnières de sa boîte à pièges. Le silence entre eux était facile. Puis elle demanda, « Elle vous manque ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il posa le chiffon, réfléchit un instant et dit, « Pendant longtemps, oui. » Tala attendit, sans presser. « Elle était gentille, dit-il. Mais elle a beaucoup souffert. C'était pire après la naissance du bébé. Il n'a pas survécu à l'hiver. » Les mains de Tala ralentirent. « C'est pour ça que vous avez construit cet endroit. J'avais besoin de distance de tout. Je ne voulais pas de souvenirs. » Elle hocha la tête. « Et maintenant ?» John la regarda. « Maintenant, je n'ai plus l'impression de fuir. » Elle continua à se brosser les cheveux. « Vous m'avez laissé entrer, dit-elle. Pas seulement par la porte. » John se leva lentement, traversa la pièce et s'accroupit devant elle. Elle n'arrêta pas de se peigner, mais ses yeux rencontrèrent les siens. « Vous êtes arrivé ici avec rien, dit-il. Je vous ai vu mourir dans la neige, et vous n'avez toujours pas supplié. Vous vous êtes relevé alors que vous pouviez à peine marcher. Ce genre de force ?» Il s'arrêta. Elle le regarda. Il tendit la main, lui prit le peigne, le posa doucement de côté et lui toucha la mâchoire avec des doigts silencieux. Elle ne tressaillit pas. Elle se pencha légèrement vers lui, juste assez. Il l'embrassa de nouveau, cette fois plus lentement, plus longtemps. Sa main se posa sur sa poitrine, reposant légèrement sur le tissu de sa chemise. Quand ils se séparèrent, elle murmura, « Je veux ça, mais je veux que ce soit à mes conditions. » John hocha la tête, sérieux. « Ce le sera toujours. » Ils restèrent ainsi un moment, proches mais sans se presser. Puis elle se leva et se dirigea vers le feu, resserrant la couverture autour de ses épaules. John la suivit. Le vent pressait doucement contre les murs de la cabane. Plus une menace, juste une partie du rythme. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans le même lit pour la première fois. Tala se glissa sous la couette sans hésitation, ses pieds nus effleurant les siens. John la serra contre lui, mais n'essaya pas de la posséder. Il garda simplement ses bras autour d'elle, stable, présent. Leurs corps bougèrent ensemble, tranquillement, sans cérémonie, sans urgence. Ce n'était pas une question de chaleur ou de faim. C'était lent, constant, une rencontre entre la survie et le choix. Le feu crépitait derrière eux, jetant une douce lumière sur les murs en bois. Quand ce fut fini, ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Plus tard, dans l'obscurité, Tala murmura, « Si je porte un enfant cette fois, il n'appartiendra à personne d'autre qu'à moi. » La voix de John se fit douce contre ses cheveux. « Il nous appartiendra à tous les deux, mais à personne d'autre. » Elle ne répondit pas, mais la façon dont elle se blottit contre lui disait tout. Dehors, la neige se mit à tomber de nouveau, doucement cette fois. Et pour la première fois depuis des années, aucun d'eux n'eut froid. Les jours s'éclaircirent, subtilement, mais de manière notable. Le givre sur les fenêtres de la cabane ne restait pas après midi, et le toit commençait à goûter près des bords quand le soleil sortait. John marquait tout cela de la même manière qu'il l'avait toujours fait, par les habitudes changeantes des animaux. Les poules pondaient de nouveau plus régulièrement. Les vaches étaient agitées au lever du soleil. Les pins autour de la crête se débarrassaient de leur poids de neige à chaque forte rafale. À l'intérieur de la cabane, les choses s'étaient installées dans un rythme qu'aucun d'eux ne nommait à voix haute, mais que tous deux en étaient venus à comprendre. Ils partageaient le lit maintenant. Tala ne retournait plus au lit de camp et John ne prétendait plus que c'était temporaire. Les matins commençaient par des routines tranquilles. John coupant du bois ou transportant du foin. Tala faisant bouillir de l'eau, vérifiant les provisions, lavant le linge. Elle portait sa chemise superposée au manteau rapiécé qu'il lui avait donné et ses mains, bien que toujours marquées par le froid des semaines passées, bougeaient maintenant sans hésitation. Un matin, alors qu'il revenait de la grange, John la trouva assise à table, fixant ses mains. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas mal, mais quelque chose dans son visage avait changé. Quelque chose de calme et d'intérieur.
Il entra, suspendit son manteau et demanda « Qu'y a-t-il » Elle leva lentement les yeux, hésita, puis dit « Cela fait des semaines. Je n'ai pas saigné. » John ne bougea pas un instant. Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant. « Vous êtes sûr » Tala hocha la tête. « Oui. » Aucun des deux ne dit rien pendant un moment. John traversa la pièce, tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Son expression resta sérieuse, pas alarmée, pas dépassée, juste concentrée. « Vous pensez que c'est lui » demanda-t-il, attentif à son ton. « Je sais que ce n'était pas moi » dit-elle doucement. John expira par le nez, réfléchissant. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas de célébration. Ce qu'elle voulait, c'était la vérité, un sol solide sous ses pieds. « Vous vous sentez bien » demanda-t-il. « Mieux que je ne le pensais. Je n'ai pas eu de nausée, mais je sens quelque chose de différent. Profond. » John posa doucement sa main sur la sienne. « Alors nous planifierons cela ensemble. » Elle tourna sa main dans la sienne et la serra fermement. « Si c'est vrai, si ça grandit, je veux que cet enfant vive comme nous. Pas dans la peur, pas sous le nom de quelqu'un. Juste ici, avec vous, avec moi. » John hocha la tête. « Alors c'est ce que nous ferons. » Ils ne se précipitèrent pas pour en faire plus. Pas de discussion soudaine sur les noms, pas de cérémonie. Mais le lendemain, John renforça les fenêtres de la nouvelle pièce qu'ils avaient construite. Il ajouta une deuxième couche d'isolant, utilisa le meilleur bois pour les joints. Il ne dit pas que c'était pour le bébé, mais elle le savait. Et elle commença à coudre des chutes de tissu ensemble tranquillement le soir, cousant avec des mains calmes et stables. Elle ne dit pas à quoi cela servirait, mais il le savait. Un matin, alors qu'il se préparait à vérifier les pièges, John posa une question qu'il retournait dans son esprit depuis des jours. « Vous avez dit avant que personne ne savait pour le premier enfant que vous aviez perdu. » Tala s'arrêta en boutonnant son manteau. « C'est exact. Voulez-vous que les gens le sachent maintenant ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle se tourna vers lui et dit, « Pas les gens, juste une personne. »« Votre mère » devina-t-il. Elle hocha la tête. « Elle est toujours dans la tribu. Elle ne s'est pas battue pour moi quand ils m'ont renvoyé, mais elle a pleuré. Je l'ai vue. Elle n'avait pas le pouvoir de l'arrêter, mais elle savait que c'était mal. » John hocha lentement la tête. « Alors, quand le dégel viendra, nous descendrons de la montagne. Nous laisserons un mot au poste de traite. Discrètement. Quel bien le lui rapportera. » Les yeux de Tala se remplirent, non pas de larmes, mais d'autre chose. De soulagement. « Je veux juste qu'elle sache que j'ai survécu, » dit-elle. « Que je ne suis pas morte dans la neige. » John s'approcha, lui toucha la joue. « Nous nous assurerons qu'elle le sache. » Plus tard cette semaine-là, un coyote s'approcha trop près du poulailler. John lui tira dessus depuis le porche, une balle nette à travers l'épaule. Tala se tenait à côté de lui après, regardant l'animal s'immobiliser dans la congère. « La plupart des hommes l'auraient tué sur le coup, » dit-elle. « Il ne chassait pas, » répondit-il. « Il mourait de faim. Vous avez vu trop de morts pour en chercher davantage. » Il la regarda. « Et vous » Tala hocha la tête. « C'est pour ça que je suis ici. » Cette nuit-là, ils étaient allongés côte à côte, le feu bas. La nouvelle pièce encore à moitié finie mais sèche. Elle murmura, « Cet enfant naîtra dans le calme, pas dans la cérémonie, pas dans le feu. » John resserra son bras autour de sa taille. « Né dans le choix. » Tala ferma les yeux, s'autorisant enfin à se reposer pleinement. Le printemps était encore loin, mais à l'intérieur, quelque chose grandissait déjà, silencieux, invisible, vivant. Le dégel vint lentement, comme toujours si haut dans les pins. Pas avec de la chaleur, mais avec des signes. La sève des arbres scintillant sur l'écorce, les glaçons raccourcissant, le toit de la cabane commençant à goûter régulièrement à midi. La neige tenait encore, profonde et tenace dans les endroits ombragés, mais le tranchant de l'hiver s'était émoussé. Les oiseaux revenaient par paires prudentes. Les écureuils se poursuivaient de nouveau sur les branches. À l'intérieur, le calme demeurait, mais il était maintenant rempli de mouvement. Le ventre de Tala avait commencé à changer. À peine, pas encore un gonflement complet, mais assez pour qu'elle sente la traction dans son ventre quand elle se penchait, la lourdeur en son centre. Elle en disait peu, mais John le remarquait. La façon dont elle faisait des pauses plus souvent en marchant,
la façon dont sa main dérivait vers son bas-ventre sans y penser. Il ne le soulignait pas. Il s'adaptait simplement, prenait en charge une plus grande partie du levage, empilait du bois de chauffage supplémentaire plus près de la porte, s'assurait que sa chaise près de l'âtre était toujours chaude. Il avait également terminé la pièce supplémentaire. La porte grinçait faiblement sur de nouvelles charnières. Le sol sentait encore la sueur. C'était simple, un lit de camp, un coffre, une petite table près de la fenêtre, mais cela lui appartenait, pas seulement comme un espace. Comme un signe. Tala se tenait dedans un matin, seule, les yeux parcourant les murs. Elle ne le dit pas, mais elle se souvenait de ce que cela avait signifié de se voir refuser un espace à soi. D'être déplacée dans le lodge de son ancienne tribu comme un récipient, précieux uniquement en cérémonie, rejeté en cas d'échec. Cette pièce n'était pas grande, mais c'était la sienne. Construite pour elle, pas pour ce qu'elle pouvait fournir. Et maintenant, même en portant à nouveau la vie, cela semblait différent. Pas exigé, choisi. John s'appuya sur le cadre de la porte alors qu'elle se tenait là. « Je peux fixer une petite étagère ici, » dit-il en montrant le mur du fond. « Si vous voulez. » Elle se retourna. « Vous avez construit ça pour moi. Je ne demanderai pas plus. »« Vous n'avez pas à demander, » dit-il. « Vous vivez ici maintenant. » Ce n'était pas une grande déclaration. Juste la vérité, dite simplement. Cet après-midi-là, ils descendirent la pente ensemble, traçant le sentier vers le chemin lointain qui mènerait finalement au poste de traite de Holbrook. John avait un paquet de provisions sur son épaule, de la viande séchée, une bourse de pièces d'argent, une note pliée. Tala l'avait écrite soigneusement la veille, assise près du feu, ses mains stables même si ses yeux dérivaient parfois vers la flamme. La lettre était pour sa mère. Elle n'écrivit pas grand-chose, juste qu'elle avait survécu, qu'elle n'était pas morte dans la neige, qu'elle était au chaud maintenant, en sécurité et pas seule. Elle ne nomma pas John. Elle ne parla pas de l'enfant, mais elle écrivit assez pour que la vérité lui parvienne. Ils laissèrent la lettre et le paquet dans une souche creuse à la fourche du sentier. L'endroit où les commerçants passaient souvent pour collecter des pots ou des marchandises. Il serait pris. Quelqu'un saurait à qui le donner. Et quand il fut parti, Tala ne regarda pas en arrière. Cette nuit-là, John prépara un ragoût de venaison. Tala coupa des oignons, s'arrêtant parfois pour presser sa main sur ses côtes quand l'enfant bougeait sous sa peau. C'était une petite chose, un frémissement, mais réel. Après avoir mangé, John sortit une petite bourse de l'étagère et s'assit à côté d'elle. « Ceci appartenait à ma mère, » dit-il. « Ce n'est pas grand-chose, juste quelques souvenirs. » Elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, simple, à large bande, sans bijoux, et une minuscule sculpture en bois d'un pin. « Elle me l'a donnée avant que je parte à la guerre, » dit John. « Elle m'a dit que si je m'en sortais, je devrais l'utiliser quand je trouverais quelqu'un qui resterait. » Tala regarda la bague, ses doigts traçant le métal lisse. Puis elle le regarda. « Je vous ai déjà choisi, » dit-elle. John hocha la tête. « Je sais, mais je veux que vous sachiez que je vous ai choisi aussi. Et il ne s'agit pas de ce que nous avons perdu. Il s'agit de ce que nous construisons. » Tala ferma la bourse et la serra contre sa poitrine. Il se pencha lentement, l'embrassa, calme et certain. Puis elle plaça sa main sur son ventre. Il la laissa là, immobile et révérencieux, comme s'il tenait quelque chose de sacré. Non pas à cause de la cérémonie, mais parce que c'était réel, quelque chose qui avait survécu. Cette nuit-là, le vent changea. Les arbres ne gémissaient plus. Ils respiraient. À l'intérieur, Tala dormait le dos contre la poitrine de John, la couette bien rentrée autour d'eux deux. Et pour la première fois depuis le jour où elle avait été mise à la porte, pieds nus dans la neige, son corps ne se préparait pas à affronter la nuit. Il l'accueillait, car maintenant, le froid ne pouvait plus l'atteindre. À la mi-avril, la dernière neige avait fondu des sentiers inférieurs. L'air était encore vif le matin, mais à midi, le sol était mou sous les pieds et les pins dégoulinaient d'eau de fonte. John avait ramené les vaches vers le pâturage ouest, où des pousses vertes avaient commencé à percer le sol humide. Chaque jour apportait maintenant un son qui n'avait pas été entendu depuis des mois, le bruit de l'eau courante, le chant des oiseaux, le tapotement des insectes sur les vitres. À l'intérieur de la cabane, la vie avait changé d'une manière que John n'avait pas imaginé une saison plus tôt. L'espace ne ressemblait plus à un abri construit pour le deuil d'un seul homme. Il était habité. Le panier de travail de Tala était sous la table,
remplie de raccommodages qu'elle ne se pressait jamais de faire. Ses chemises séchaient sur la corde à linge à côté de son châle en flanelle. La nouvelle pièce qu'il avait construite n'était pas seulement terminée maintenant. Elle était peinte avec de douces touches de couleurs qu'elle avait fabriquées elle-même en utilisant de l'écorce broyée et des teintures végétales. La petite étagère qu'il avait offerte de construire était en place, et dessus reposait la sculpture en bois du pin que la mère de John lui avait donnée. Tala se déplaçait plus lentement ces jours-ci. Son ventre s'était clairement arrondi, visible sous le châle qu'elle portait autour de sa taille. Elle ne se plaignait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Mais John voyait la façon dont elle gérait son rythme. Comment elle se reposait plus souvent entre les tâches. Comment elle se tenait parfois près de la fenêtre ouverte, une main appuyée sur le cadre et l'autre doucement sur son ventre-point. Un matin, il lui apporta une bassine d'eau tiède et un chiffon sans qu'on le lui demande. Elle s'assit près du poêle, trempant ses pieds, le visage calme mais pensif. « Vous n'avez jamais demandé tout ça, dit-elle doucement. »« Je n'en ai pas eu besoin, répondit John. »« Vous êtes venu ?» Elle leva les yeux vers lui. « Êtes-vous prêt ?»« Je n'ai pas peur, dit-il. »« C'est suffisant. » Elle prit sa main et la guida sur la courbe de son ventre. L'enfant s'agita sous sa paume. Plus fort maintenant, pas seulement des frémissements, mais d'une lente pression tournante. Il ne parla pas. Il hocha seulement la tête et elle sut. Le même après-midi, ils marchèrent ensemble jusqu'au bord de la crête où la terre plongeait vers le bassin. De là, ils pouvaient voir loin dans la vallée. John montra les nouvelles fleurs près du ruisseau, et Tala cueillit un petit brin de menthe sauvage. Elle le pressa entre ses doigts et sourit faiblement. C'était la première fois qu'il la voyait sourire sans effort, ouvertement, sans retenue. Sur le chemin du retour, Tala s'arrêta à la souche où ils avaient laissé le message pour sa mère. Il était parti. À sa place se trouvait une bande de tissu tissé, une petite ceinture, rouge foncé, la couleur du fil de cérémonie de son ancien lodge. Elle la ramassa à deux mains. Il n'y avait pas de mots, pas de notes, juste le tissu. Elle l'a eu, murmura-t-elle. John l'observa attentivement. C'est un bon signe. Elle hocha lentement la tête. Cela signifie que je ne suis plus un fantôme. On se souvient de moi. Ils rentrèrent chez eux en silence, mais ce n'était pas un silence vide. L'air semblait rempli de quelque chose d'ancien qui se réglait. Ce soir-là, Tala prépara un ragoût avec les dernières carottes qu'ils avaient stockées pendant l'hiver. Elle se déplaçait avec précaution, s'arrêtant une fois alors que l'enfant donnait un coup de pied violent, ses mains se stabilisant contre la table. John se leva de sa chaise, passa derrière elle et soutint sa taille. « Je te tiens, dit-il. »« Tu le fais toujours, murmura-t-elle, puis elle se pencha en arrière contre lui. Plus tard, quand le feu fut bas et la vaisselle lavée, elle prit sa main, le conduisit à leur lit et s'allongea à côté de lui, tirant la couette sur eux deux. Dans le silence qui suivit, elle se tourna vers lui. « Tu ne m'as jamais demandé si je voulais t'épouser, dit-elle d'une voix douce. Je me suis dit que je n'en avais pas besoin. Nous nous sommes déjà choisis. » Elle sourit de nouveau, plus petit cette fois. « Demande-moi quand même. » John la regarda dans les yeux, stable et sans hésitation. « Veux-tu être ma femme ?» Tala hocha la tête une fois. « Je le suis déjà. » L'enfant bougea de nouveau et John plaça sa main sur son ventre comme il l'avait fait de nombreuses nuits auparavant, mais cette fois il dit à voix haute, « Notre enfant. » Elle couvrit sa main de la sienne et murmura, « Notre famille. » Le printemps s'installa pour de bon la semaine suivante. Les bourgeons sur les arbres se transformèrent en feuilles. Les poules caquetaient dans la cour, grosses et bruyantes à nouveau, et la cabane, autrefois juste un lieu d'exil et de survie silencieuse, était maintenant un foyer, enraciné, vivant. Tala resta. John resta. L'enfant naîtrait dans quelques lunes dans la pièce qu'ils avaient construite ensemble. Dans une maison où personne ne serait banni pour ne pas avoir répondu aux attentes. Dans cet endroit, il n'y avait pas de titre, pas d'exigence, seulement la présence, le choix et le soin. Et pour la première fois dans leurs deux vies, c'était suffisant.